Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. Artiste engagé, figure de la galaxie patriotique, de retour de l'exil après plus de 10 ans, Serge Kassi reste un nom bien connu du paysage politique et musical en Côte d'Ivoire. Entre actualité artistique, bilan personnel et regard critique sur son camp politique, il se confie sans détour sur sa carrière, son engagement aux côtés de Laurent Gbagbo et sa vision de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Serge Kassi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Tout le plaisir est pour moi. Alors, nous allons parler de votre dernier album pour commencer, Le Ressuscité, qui est sorti en novembre 2023. Nous sommes à plus d'un an et demi. Et quel bilan faites-vous de cette œuvre? Je dirais que la promotion du concert a un peu mis en relief la promotion du nouvel album Le Ressuscité, même si il est sorti et il y a eu un peu d'engouement, mais je suis pas satisfait de ce que ce serait dû être. Donc on est en train, avec ma maison de distribution, reprendre la promo, enfin continuer la promo avec un nouveau clip et reprendre les plateaux de télé parce que on a souhaité que les gens découvrent les 13 titres de l'album, qui est de belle facture, et dont le concert est un peu, la promo du concert est un peu ternie, la promo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand vous dites que vous n'êtes pas trop satisfait des résultats que donne déjà cette œuvre, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont tout le temps demandé si j'avais un nouvel album. Ça veut dire que le back-in promo n'a pas été ça. Donc on est en train de rattraper les choses. Il n'y a pas eu une bonne promo autour de cet album. C'est ce qu'on peut dire pour justifier un peu. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une bonne promo. On n'a pas fait. Je pense qu'on n'en a pas fait assez. D'accord. Et dans la foulée de cet album, vous avez tenu un concert. Vous l'avez signifié tout à l'heure. C'était le 9 mars 2024 au Palais de la Culture de Treichville. C'était votre premier après plus d'une décennie d'absence en raison de l'exil dont nous parlerons plus tard. C'est un concert qui a tourné au fiasco. On a vu une salle un peu, une salle clairsemée. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le recul, selon vous? J'ai toujours dit à ceux qui me posaient cette question que je fais souvent ce reproche. Depuis que je suis entré au pays, j'ai compris une chose. Il n'y a plus de journalistes culturels. Il n'y a plus de personnes qui ont pris le temps pour étudier la culture musicale et de pouvoir venir à un concert et en faire un résumé de ce concert. Aujourd'hui, la mode dans ce pays, parce qu'on a renversé toutes les valeurs. C'est-à-dire que on a dit, quand on dit concert, il faut que la salle soit pleine. Et on dit, on habille le concert, ça suffit. C'est bon, l'artiste est un grand artiste. Même si on habille des guignols pour venir faire un soi-disant concert, le lendemain matin, il est la une de tous les journaux parce qu'il a fait du monde dans la salle. Mais pour moi, j'arrive. Laisse-moi dérouler ce auquel je voulais t'amener à comprendre. Quand on dit un concert, moi je me souviens, quand il n'y avait pas Internet, parce que nous autres là, on est sortis, on a été des artistes confirmés par ce public ivoirien là, avec une seule chaîne de télé et une seule chaîne de radio. Il a fait des journalistes culturels. Quand tu fais un concert, ton cœur bat. Parce que les journalistes qui vont se venir dans la salle, parce que toute la presse était invitée, qui vont venir dans la salle, ils vont venir critiquer l'œuvre, la prestation de l'artiste.
Ils vont venir critiquer l'orchestration musicale. Le public, la présence du public vient en dernière position. Il va dire, il n'y avait pas assez de monde dans la salle, mais. Et pendant le concert que moi j'ai fait, en avril dernier, donc tu reviens encore là-dessus. Quand je suis allé sur le net et puis j'ai vu tous les préjugés qui ont été dit sur ce concert, j'ai fait l'un des plus beaux spectacles que les Ivoiriens n'ont pas vu dans cette salle d'Anumabo. J'ai joué 20 titres. J'ai exécuté 20 titres. Dans une orchestration musicale parfaite. Il y a un seul site qui a dit Serge Kassi, grand concert, petit public. Je lui ai donné raison. Parce que ce journaliste a été dans la salle. Quand j'étais dans les loges, moi j'ai vu des artistes. Moi j'ai vu des artistes venir ici. Et quand on leur a dit que la salle n'était pas pleine, ils ont annulé le spectacle. Vous étiez là, vous n'avez rien dit. Moi, quand on m'a dit que la salle n'était pas pleine, qu'il y avait à peu près 700-800 personnes, j'ai dit, ceux qui ont payé leur ticket pour venir me voir, il faut qu'ils retournent satisfaits du concert que je vais les... Puis quand je suis rentré, j'ai exécuté 20 titres. Et le public a dansé du début jusqu'à la fin. Pourquoi ce spectacle-là, on ne l'a pas relaté, et on a vu que le public qui n'est pas venu pour dire que c'était un fiasco. Parce que parce que on vous a habitué, parce que vous les journalistes, vous avez habitué ce public-là vous savez que vous avez démissionné du travail que vous devez faire. Quand vous venez d'un spectacle, vous ne venez pas voir si la salle est bourrée. Vous venez ça fait partie des aléas. Serge, voilà, vous chantez pour qui? Attends. Je chante pour le public qui est venu me voir. Vous chantez pour le public. Je chante pour le public qui est venu me voir. Le public a été absent à votre concert. Je dis, si le public était absent, ça ne fait pas de moi un artiste qui est mauvais, qui vaut rien. Ça n'enlève en rien. Non, j'arrive. Certains le pensent aussi, hein, certains le pensent. Mais ceux qui l'ont pensé, c'est ceux qui n'ont rien dans la tête. Parce que des artistes qui viennent à un spectacle, qui disent qu'ils ont un concert, ils jouent même pas 4 titres. Et puis ils chantent faux. Ils sont faux. Le reste de tous les spectacles, c'est le défilé des personnes qui viennent sur le spectacle, sur le podium, pour leur faire des trucs. Et on perd près de 1h30 à ne voir que ça. Et vous me dites qu'il a fait un concert, c'était pas un concert. Alors, vous donnez l'impression de quelqu'un qui minimise la place du public dans la vie d'un artiste. Je pense que tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Et tu fais un effort pour ne pas comprendre ce que j'ai dit. Je te répète encore. J'ai dit, un concert, ce n'est pas uniquement la présence du public. Quand on fait un concert, puis on dit, le lendemain, le résumé de tout le concert, le lendemain, la salle était bouée, et puis on s'était, en tant que journaliste, je pense que ces personnes-là ont raté leur métier. Ça, c'est clair. Parce qu'avant, quand moi je m'asseyais dans une salle de spectacle, quand je fais un concert, dans la salle, là, il y avait des personnes comme les Eric Ossa, comme les trucs, qui, au lendemain, ils te font une critique culturelle. C'est-à-dire qu'une critique, ils disent, l'artiste a bien joué, l'artiste n'était pas dans la gamme. L'orchestration musicale était ça. Il y avait tant, et comme ça, l'orchestre et puis on t'égrène les chansons que tu as exécutées. Alors, vous allez à un concert aujourd'hui, vous allez à la plupart des concerts, le public ressort sans savoir même quel est c'est sans retenir, sans retenir, un des titres même que l'artiste a joué. Monsieur, on est en train de dévaloriser notre métier. Nous sommes des artistes professionnels. Quand on veut faire un concert, on prépare le schéma, on prépare le conducteur, on prépare la structure, on prend même un manager road qui est là pour gérer la lumière, pour tout gérer. Parce que quand tu arrives, ce public-là, même s'il y en a 5, 6, 7, il faut qu'il repasse satisfait et dit que cet artiste-là. Moi, quand j'étais dans les loges, le concert dont vous parlez, quand j'étais dans la loge, la plupart de ceux qui sont venus me trouver m'ont dit, Serge, t'es le meilleur. Et je suis le meilleur. Comment on peut être meilleur dans cette situation? Comment on peut être meilleur dans cette situation? Mais justement, ça dit que ça me fait plaisir que tu réagisses. Comment on peut être meilleur dans cette situation? Parce que j'ai produit un spectacle. Parce que j'ai fait un concert. Devant personne. Parce que les autres, mais même s'il y avait 2 personnes, pourquoi? Attends, ça dit que c'est toi, tu ne respectes pas le public.
Parce que même s'il y a 1 ou 2, c'est un public. Même s'il y a 3 ou 4, c'est un public. Il a payé 10 000 francs pour venir nous voir. Il y en avait 700, 800, tu dis, il n'y avait pas de public. Dis-moi qu'il n'y avait pas assez de personnes. Oui, mais s'il n'y avait pas de public, alors là, tu as faux. Alors, on vous sert aussi très proche de Laurent Gbagbo, l'ancien président. Ce lien laissait penser à une mobilisation massive de ses partisans à votre concert. Mais on n'a rien vu de tout ceci. Est-ce que vous vous êtes senti quelque part abandonné ou ignoré par votre propre camp? Monsieur, aux États-Unis, les artistes qui sont proches des leaders politiques, ce n'est pas parce que ces artistes-là vont faire des concerts parce que le public de ces leaders politiques qui sont au pouvoir aux États-Unis ou en France vont venir remplir le spectacle. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ici en Afrique, vous avez toujours à tordre les choses alors que les faits sont là. Laurent, vous dites, je suis proche de Laurent Gbagbo, donc les partisans de Laurent Gbagbo doivent venir au concert de Serge Kassi, c'est ça? Non, Serge Kassi n'est pas l'artiste forcément comme ça que Laurent Gbagbo aime et que son Serge Kassi, c'est un artiste qui fait quand je fais un concert là, je viens pas dans les chaînes de télé pour dire qu'il faut que les militants de PPAC sûrement viennent à mon concert. J'ai fait un concert que j'ai placé sur le sceau de la réconciliation. Et j'ai appelé tous les Ivoiriens qui est chose. Donc, pendant que on préparait ce concert, il y avait beaucoup d'aléas. Il y avait beaucoup d'aléas qu'on fait que, bon, le public, d'abord, beaucoup m'ont dit, ils savaient même pas que j'étais en Côte d'Ivoire. Est-ce que s'ils s'étaient mobilisés, donc pour moi. Est-ce que s'ils s'étaient mobilisés, on allait voir un tel fiasco? Bon, je pense que tu continues toujours dans ta logique, mais je vais te donner un exemple. C'est comme tu veux qu'on aille dans ça, on va aller dans ça. J'ai joué 2 semaines après, à Beauville, à la fête de la liberté. Il y avait 35 000 personnes. Un concert de Serge Kassi. C'est-à-dire qu'on a programmé Serge Kassi le 5, à la veille de la fête de la liberté. Il y avait 35 000 personnes. Ok? Si tu veux qu'on entre dans le détail que les militants de Gbagbo devaient venir, ils m'ont invité. Je suis allé, il y avait 35 à 40 000 personnes ce vendredi à Beauville. Les images sont là. Mais pour le palais, ils vous ont boycotté. Pour le palais, vous ont boycotté. Tu retournes. Non, je suis dans ta logique. Maintenant, tu te retournes encore au palais. Vous parlez d'un concert qui s'est tenu. Je t'ai donné des exemples. La fête de la liberté. Je voulais te ramener que ce n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément. Palais de la culture. Non, attention, c'était pas le concert de Serge Kassi. C'était un concert organisé et on a invité Serge Kassi. Vous avez presté. Non, j'arrive. Vous avez presté. Non, allons-y sur les mots. C'était pas un concert que Serge Kassi a organisé. Non. C'est vous qui étiez en avant. C'est un organisé. Ah bon, d'accord. C'est vous qui étiez en avant. Mais à Beauville, j'étais en avant. C'est votre image qu'on a prise pour faire la promotion de ce concert. Je rentre dans ta logique. Est-ce que vous n'avez pas été boycotté? Vous n'avez pas été boycotté. S'il te plaît, à Beauville, je n'ai pas organisé le concert. On m'a invité. On m'a payé. Et je suis allé jouer. Il y avait 35 000 personnes. Donc, tu vois que comparaison n'est pas raison. Alors, okay? Charles Blé Goudé, que vous connaissez très bien, auprès de qui vous avez milité dans la galaxie patriotique, était aussi absent. Je n'ai pas milité. Vous étiez proche de Laurent de Non, je n'ai pas milité. Vous étiez avec lui dans la galaxie patriotique, oui ou non? Voilà, oui, j'étais dans la galaxie patriotique. Ne dis pas auprès de qui vous avez milité. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Voilà, parce que les mots, mettez les mots à leur place. On va se calmer. Je n'ai pas milité. On va se calmer. On va se calmer. Non, je suis pas chaud. Hein. On va se calmer. Je suis même pas chaud. On va se calmer. Non, je suis pas chaud. Vous étiez avec Charles Blé Goudé dans la galaxie patriotique. Voilà, ça c'est bien dit. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ça c'est bien dit. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai dit c'est bien dit. Et il était absent à ce concert. Est-ce que vous vous êtes senti affecté? Mais monsieur, Charles Blé Goudé est obligé de venir à mon concert. S'il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Quand Blé fait... Il n'a pas le temps pour vous? J'ai dit non, mais il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. J'ai invité Charles, il m'a appelé. Il était à Gagnoa. Il m'a dit, c'est long. Si je veux tenter de venir à Abidjan, je ne serai pas dans le temps. Mais si je ne suis pas là, vraiment, il m'a appelé pour me le dire. Je ne suis pas obligé de venir partir pour dire non, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps. Voilà. Ça vous a pas fait pas du tout. Quelque chose? Pas du tout. Ça se dit pas sur votre visage? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, mais plus largement, est-ce que vous ne pensez pas que ce concert-là est l'expression
on va dire, d'un réveil de vos prises de position politique. Je suis surpris que ça fait au moins 20 minutes, 30 minutes que tu n'es censé que si un conseil qui s'est passé il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai fait un conseil. On vient sur ce plateau de télé pour que... Non, j'arrive. Le sujet est toujours d'actualité. Le sujet est toujours d'actualité. 2 années après? Parce que c'est quand même un Serge Kassi. On ne peut pas recevoir Serge Kassi sans parler de ce conseil. Bon, attends. Je fais un conseil il y a 2 ans. Il y a au moins 10 questions que tu me poses enfin, je sais pas. Je vais te mettre à l'aise. On n'a pas atteint les 10 questions. Non, il y a au moins 10 questions que tu m'as posées sur le même conseil. Nous sommes à la troisième question de ce conseil. Non. Troisième question de l'émission, troisième thème de l'émission, mais au moins il y a plein de conseils, il y a plein de questions que tu m'as posées. Ce que je veux dire, la dernière question que tu m'as posée concernant, c'est ça, non? Concernant Blaisa. Je demandais à savoir si vous n'êtes pas victime de vos prises de position politique. Mais souvent, on me le dit. On dit non que c'est parce que tu sais, Dieu n'a jamais fait l'humanité sur terre. Pourtant, c'est lui qui nous a créés. Moi, j'assume mes prises de position. J'assume aussi mes prises de position. Quand on dit Serge Kassi, on l'aime ou on l'aime pas. Ok? J'ai fait un concert. Le peu de public qui est venu, ils étaient satisfaits d'avoir vu Serge Kassi sur scène avec 20 titres exécutés, ce qui est rare dans la sphère musicale ivoirienne. Je suis l'un des rares à faire un concert près de 20 titres de mes tubes. 20 titres de mes tubes. Parce que la plupart des albums que j'ai sortis sont des tubes dans ce pays. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis un professionnel. Quand je fais un concert, d'abord, le public qui vient, je le respecte. Même s'ils sont 2 ou sont 3, j'ai le devoir de les satisfaire. Et j'ai satisfait ces personnes-là. Le 9, à ce concert-là, ils sont partis satisfaits. Beaucoup sont venus me voir dans les loges pour me féliciter. Mais j'ai gagné mon concert. Sauf que peut-être que l'organisateur n'a pas eu d'argent. C'est vrai. Et je pense que les prochains concerts qu'on fera, peut-être qu'on aura qui ne lui a pas rapporté de l'argent. Mais s'il a utilisé une image qui ne lui a pas rapporté de l'argent à ce concert, d'autres concerts viendront où il aura de l'argent. D'accord, c'est bien noté. Alors, vos projets à court, moyen terme, c'est quoi? Les projets. Je sais que j'ai des projets, que nous sommes en train de préparer beaucoup de choses en ce moment. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de continuer la promotion de l'album Le Ressuscité, que beaucoup sont en train de découvrir et qui m'appellent pour savoir où on peut avoir l'album. On s'est dit qu'avec un autre clip et puis une autre promo, ça va encore prendre plus. Ok? Et il y a des concerts qui se préparent ici et dans la sous-région qu'on est en train de préparer en temps opportun. On vous donnera toutes les dates. Alors, Le Ressuscité, c'est votre dernier album qui est sorti juste après votre retour d'exil. On va parler un peu de cet exil. D'abord, dans quelles circonstances avez-vous quitté la Côte d'Ivoire? Dans quelles circonstances? Je ne sais pas, tous ceux qui ont suivi l'actualité politique en 2011 savent dans quelles circonstances nous sommes partis. Nous sommes partis parce que, notre vie était en danger et on ne peut pas se permettre de rester au pays. D'ailleurs, tu as dû savoir que... Qui vous menacez? On a dû... pardon? Vous étiez menacé par qui? J'ai été visité chez moi par les rebelles. Ils sont venus chez moi, ils ont dévalisé, ils ont tout pris chez moi. Je ne sais pas si tu fais semblant de ne pas savoir, mais je te donne cette information. J'ai été visité chez moi 15 minutes après que je sois parti, et toute ma maison a été entièrement saccagée et détruite. En fait, on m'a tout pris. Je dis bien, on m'a tout pris. Ok? Si j'étais arrivé peut-être 15 minutes avant, on m'aurait pris. Ok? Donc quand on t'a raté 15 minutes après, tu ne restes plus là. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes parti directement en Europe. Vous êtes passé par le Ghana comme certains qui étaient... J'ai vécu 6 mois au Ghana. Et puis après, j'ai vécu 6 mois au Ghana et puis après je suis parti en France. Ouais.
Et j'imagine que ça a été une période très difficile pour vous. Ben, je ne souhaiterais pas que tu fasses un jour l'exil, et même à mon pays ennemi. Mais, ce qu'on constate, c'est que depuis votre retour en juillet 2023, certains vous trouvent un peu plus discret, moins combatif, moins engagé. Est-ce que vous avez tourné la page de l'engagement politique militant? Moins engagé, discret, moins tant. Vous savez, je mène ma vie comme je l'entends. Je mène ma vie comme je l'entends, et c'est ceux qui ne savent pas à savoir ce que je fais qui peuvent tenir ces genres de propos-là. Mais depuis que je suis revenu, il y a personne qui peut dire que Serge Kassi est allé ni à gauche ni à droite. Je tiens les mêmes propos, les interviews que je fais. C'est plus avec la même virulence comme dans le passé. J'étais virulent. Parce que je n'ai jamais su que j'étais virulent. Vous déployez une sorte d'énergie, de verve à tout moment que vous m'invitez sur vos plateaux de télé. Là, je dis à tout moment que je suis invité, j'ai l'impression que tu ne me suis pas sur le plateau de télé. Si, je vous suis. Quand tu me suis sur le plateau de télé, mon langage a changé. Je vous suis. Non, je pose la question, est-ce que mon langage a changé? C'est parce que ma verve a changé. C'est parce que ce constat a été fait que non, certains se posent cette question. Non, je ne donne pas de réponse sur des ragots. Je vous pose la question. Vous m'invitez sur le plateau de télé. La preuve en est que depuis que nous sommes assis ici, à tout moment que vous m'invitez sur le plateau de télé, on voit Serge Kassi. Et depuis tous sont d'accord que je suis revenu et toujours le même Serge Kassi. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que je me suis ramolli, je me suis Moi, non, je suis resté égal à moi-même depuis 35 ans que je suis artiste en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir porté votre choix politique sur Laurent Gbagbo? On veut bien le savoir. Bon, je pense que j'ai toujours pris le temps d'expliquer, mais je suis obligé, comme on dit, répéter toujours, ça fait partie de la pédagogie. Je vais encore répéter. Mon soutien à Gbagbo Laurent en 2000, quand les événements sont passés dans mon pays, je chantais. J'étais toujours un artiste engagé dans les années 90. Quand je suis rentré, j'ai fait le choix d'être un artiste engagé, de parler au nom du peuple et d'être la bouche, les yeux et les oreilles. C'est les premiers mots que j'ai dit à mon peuple. Je suis la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. Et dans mes chansons, j'ai toujours chanté tous les problèmes de l'Afrique. On a chanté les Mandela. Enfin, on a chanté ça pour tout ce qui rentrait dans le panafricanisme. Tu comprends? Et puis, dans mon propre pays, les mêmes qui ont foutu le bordel dans les autres pays sont arrivés dans mon pays. C'est comme ça que, comme je ne suis pas un artiste de studio qui dit et que sur le terrain est invisible, tu as dû voir que le seul artiste qui est descendu dans la rue pour rejoindre la Galaxie Patriotique s'appelait Serge Kassi. Parce que ce que je dis, je crois en ça. C'est ma conviction. Donc, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, je suis descendu avec les jeunes patriotes pour avec les mains nues, demander que la guerre s'arrête. Celui qui incarnait les institutions d'un pays, parce que je suis descendu pour défendre les institutions de ce pays-là. Celui qui incarnait ces institutions-là s'appelle Gbagbo Laurent. Comprenez? On l'a soutenu et c'est le seul. Moi, Serge, je n'ai pas connu Lumumba. J'ai chanté Lumumba. J'ai parlé de Lumumba, j'ai chanté les louanges de Lumumba. Je n'ai pas connu Nelson Mandela. Mais j'ai chanté et parlé des louanges de Mandela. Je n'ai pas connu Kwame Nkrumah. Mais j'ai chanté et j'ai parlé des louanges de ce qu'ils ont fait. Les Jirkis Olympiques, enfin, Sékou Touré qu'on m'a amené à détester à l'école, alors que c'était une de nos icônes. Tout ça, je ne les ai pas connus. Mais la chance et m'ont donné la chance de voir une autre icône de la trame de Mandela, des Sankara, des Kwame Nkrumah et autres, s'appelle Gbagbo Laurent. C'est-à-dire
dit, c'est l'icône du panafricanisme, du panafricanisme dans toute l'Afrique, s'appelle Gbagbo Laurent. Pour moi, c'est tout un honneur de le connaître et de le côtoyer, parce que ses idées, les idées qu'il développe, permettront à délivrer non seulement le peuple de Côte d'Ivoire, mais les peuples en Afrique, pour avoir leur souveraineté et de décider d'eux-mêmes ce qui est bon pour eux, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est pour ça que cette personne, je le soutiens à 100%. C'est tout. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'entretient pas de très bonnes relations avec votre camarade de l'ex-Galaxie patriotique, Charles Blé Goudé. C'est quoi votre regard sur le rapport actuel entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Je ne sais pas s'ils n'entretiennent pas de très bons rapports, parce que le président Laurent Gbagbo, que je vois souvent, m'a toujours dit que Charles ne lui a jamais demandé de rendez-vous pour le rencontrer. C'est parce que Charles aussi dit? Je dis, je répète, que le président Laurent Gbagbo, que j'ai la chance de rencontrer, m'a dit, pourtant, il ne m'a jamais demandé un rendez-vous pour me rencontrer. Et Charles aussi, on dit que je refuse de le rencontrer. Maintenant. Et Charles aussi, dans plusieurs de ses prises de parole, a fait savoir qu'il a adressé des courriers d'audience auprès de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore été reçu par Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas encore échangé. Bon, je n'ai pas souvenance que Charles ait dit qu'il a. Je n'ai pas souvenance. Je sais que ils ont dit qu'ils avaient écrit au PPACI quand il arrivait en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivaient en Côte d'Ivoire, ils ont écrit au PPACI de son arrivée et tout. Le PPACI, j'avais vu que les gens, la dernière sortie de Steve Biko, qui disait que il y a eu des représentants du PPACI qui sont allés l'accueillir à l'aéroport et qui étaient même présents à Yopougon pendant son meeting. Ils disent à part ça, il n'y a pas eu de demande, de lettre pour rencontrer le président à son bureau et à ce truc. Et moi, je te répète encore une fois, que le président Gbagbo qui m'a donné la chance de le rencontrer a dit que il a dit pourtant il ne m'a ce jour-là, je crois que j'étais avec Ngali, il ne m'a jamais demandé d'un pays un rendez-vous pour me rencontrer. Bon, si le président Laurent Gbagbo l'a dit, je le crois. Alors, est-ce que vous pensez que Charles Blé Goudé mérite ce traitement quand on sait la place qu'il a occupée au sein du pouvoir de Laurent Gbagbo? Il était à la tête des jeunes patriotes. On sait ce que les jeunes patriotes ont constitué pour le pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il mérite ce traitement? Et il a quel traitement que j'ignore? Ce dont on parle, puisqu'il n'arrive pas à rencontrer Laurent Gbagbo jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il a fait la demande lui-même et que le président Laurent Gbagbo a refusé de le refuser. Ça, vous l'avez déjà dit. Je demande s'il mérite non, pourquoi tu me dises, pourquoi je te réponds que si il le mérite, je te dis ce qu'on m'a dit. Et s'il ne l'a pas encore fait, le jour où il le fera, je pense que le président Laurent Gbagbo le recevra. C'est tout. Mais il fait savoir que certains au sein du PPACI l'empêchent de rencontrer Laurent Gbagbo. Bon, tu me demandes de rentrer dans des débats qui ne me concernent pas. Moi, je n'ai pas de problème avec Charles. Lui et moi, on n'a aucun problème. Ce que je dis, c'est que la personne avec qui il était en prison là-bas m'a dit que jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu de demande de rencontre avec Charles, et je pense peut-être qu'il va le faire. C'est tout. Est-ce que vous êtes prêt à demander à Laurent Gbagbo de recevoir Charles Blé Goudé? Parce que vous pensez que j'ai ce pouvoir-là? Vous échangez avec lui. Non, je n'ai pas le pouvoir de demander. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous avez la possibilité d'échanger avec lui. J'ai dit, je n'ai pas, mais à partir du moment où moi, il me dit qu'il n'a pas encore reçu. Aujourd'hui, je donne l'information que peut-être qu'il attend que Charles lui envoie que sa secrétaire dise il y a un rendez-vous pour qu'on fixe un rendez-vous. Mon souhait c'est qu'ils se rencontrent. Mon souhait c'est qu'ils se rencontrent et je sais que certainement que ça va se faire. Bon, mais bon, je ne détiens rien dans ce qu'il y a à faire. Si Charles le fait, je suis convaincu que
le président Laurent Gbagbo le rencontrera. D'accord, on l'espère bien. Alors, D'accord. vous êtes considéré comme proche de Laurent Gbagbo, on le sait tous. Pourquoi vous insistez sur le fait que je sois proche du président Laurent Gbagbo? C'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup de personnes qui sont proches du président. Non, je t'ai toujours dit, j'ai dit, ma proximité si je le dis, avec ça Gbagbo doit Laurent ça doit pas vous ne gêner. souffre d'aucune ambiguïté. Non, non, en fait, mais si en je fait, dis, ça doit en pas fait, vous gêner. Non, 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 c'est tellement dirigé que, c'est-à-dire qu'à chaque phrase, chaque petit mot que vous sortez à la fin, vous êtes proche de Gbagbo Laurent. Mais, monsieur, Au contraire, j'assume, non, non, vous non, devez non. être Non, non, fier je de vais vous cela. mettre- oui, je vais vous mettre à l'aise. Mais vous n'êtes pas à l'aise en entendant cela. Non, c'est-à-dire que le simple fait de le répéter et de chercher des traits, des trucs pour, je vous mets à l'aise. En quoi est-ce que ça vous gêne? Je suis, Serge Kassi. Gbagbo Laurent me soutient, me prend pour son fils. Et j'en suis fier. C'est tout. C'est tout. Donc, Non, si mais je le dis, ça t'as doit pas pas à le vous répéter gêner. tout le temps comme ça. Ça doit pas vous gêner. Mais tu le répètes comme s'il était tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici, là. Alors, Ils savent que je suis le fils de Gbagbo Laurent. est-ce que cela veut dire que vous avez définitivement choisi Laurent Gbagbo au détriment de Charles Blé Goudé? Pardon? Votre proximité avec Laurent Gbagbo. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que... Ça veut dire dans ta question, veut dire que tu ne sais même pas d'où on vient. Charles Blé Goudé, Serge Kassi, t'as dit, Je parle du présent. Je parle du présent. Quand tu dis que... Ma question est tellement claire. Mais je veux savoir. non, je vais répondre à ta question. Hein. Votre proximité actuelle avec Laurent Gbagbo. Je vais répondre à ta question. Cela voudrait J'en suis signifier... fort aise. Cela voudrait signifier que vous avez fait définitivement votre choix. Bon. Quand tu me poses cette question, c'est une insulte à ma personne. Parce que je me suis dit, en fait, tu es jeune, tu ne me connais pas. Je m'appelle Serge Kassi. J'ai été le parrain incontesté et incontestable de la FECI. Ça, on le sait. Non, parce que tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu aurais su que Charles Blé Goudé était secrétaire à l'organisation Sissoro Guillaume et il a été secrétaire général de la FECI. Donc, le jour où quand il était élu, j'étais le président du congrès qui a fait élu Blé, et Blé était un de mes petits. On peut parrainer quelqu'un puis après l'abandonner. Non, j'arrive. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ta question est une insulte à ma personne. Pas du tout. Parce que j'ai parrainé ce mouvement et j'ai parrainé Soro, j'ai parrainé Blé, j'ai parrainé Blé Guidaou, enfin tous ceux qui sont passés après Aipo. Ok? Donc j'étais leur parrain. Donc c'est moi qui les ai conduits vers Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, moi, je connais Gbagbo depuis les années 90. Tu comprends? Donc, si j'avais fait un choix, c'était avant, ils sont petits dans l'affaire. C'est Serge Kassi, hein. C'est pas, non. Faut pas, c'est pas, quand tu dis ça, tu m'insultes parce que moi, j'ai conduit ces jeunes-là, dans le combat estudiantin. Dans le combat estudiantin, je les ai conduits, j'étais avec eux. Je les parrainés, j'ai même eu des traces à vie sur mon bras, ok? J'ai failli mourir même à Yopougon et tout ça, parce que j'étais dans le combat avec cette jeunesse-là. C'est pour ça qu'ils m'ont pris comme les parrains. Quand je suis passé à la télé pour dire au fouet que cette jeunesse-là, on n'a pas le droit de les traiter comme ils sont. Ils m'ont pris comme les parrains, ils m'ont intronisé. Et depuis, j'étais au devant de leur combat. Donc, tu viens me poser la question, donc j'ai fait le choix. Il n'y avait pas de choix à faire parce que je les ai conduits vers Gbagbo Laurent. Parce que dans le combat, dans l'opposition, ok, il fallait des rencontres que j'ai facilitées. Donc mon choix était déjà fait. Blé est venu après. Alors, dans le combat que moi j'ai mené, Blé est venu après. Alors, mais vous savez aussi que... Donc, si tu me poses cette question, pour moi c'est une insulte. Vous savez aussi que Charles Blé Goudé a des ambitions politique et l'ambition de diriger un jour ce pays, la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est normal. Tout comme Laurent Gbagbo, si vous devez faire un choix entre Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, en 2025 là, et Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle, ce serait lequel? En quelle année? En 2025 là, c'est 2025 comme les années à venir. Non. C'est en 2025 là. 2025 comme les années à venir. Comme les années à venir. Oui. Hein? Je vous parle de Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, et Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Gbagbo, lui, il a dit qu'il a à son dernier parcours là, en 2025. Donc il n'aura pas de ça à venir. C'est pour ça que j'ai obligé de poser la question. C'est en 2025 là.
C'est ça? Allez-y, répondez. D'accord. Non, j'arrive. Je veux des précisions pour répondre. OK? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. OK? Serge Kassi est derrière Gbagbo Laurent. En détail comme en pièces détachées. Il n'y a pas de choix à faire. Moi, je me souviens que Charles avait dit que si Gbagbo est candidat, il ne sera jamais candidat. Donc je ne pense pas qu'il puisse être candidat à côté de Gbagbo Laurent. Je ne pense même pas que cela lui ait flirté l'esprit de se présenter contre Gbagbo Laurent. Donc, pour moi, il n'y a même pas de question à poser. Parce que Gbagbo Laurent sera candidat. OK? Charles Blé Goudé, je ne pense pas qu'il soit candidat à côté de Gbagbo Laurent. Vous ne le voulez pas? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que vous le voulez? Si je ne pense pas, c'est que je ne le veux pas. Non. Est-ce que vous le voulez? Non, j'ai dit je ne le pense pas. C'est pas Il ne va pareil. pas arriver à là. C'est votre souhait, mais... Il ne va pas arriver à là. Je sais de quoi je suis en train de te parler. J'ai dit il ne va pas arriver à là. Alors, si vous aviez un message à adresser à Charles Blé Goudé, quel serait ce message? Si j'ai un message à adresser à Blé Goudé maintenant, là, je vais simplement lui dire que qu'il a décidé de tracer sa voie, ce qu'il y a de plus normal, mais qu'il sache faire la part des choses. Il a décidé de suivre sa voie, ce qui est tout à fait normal, mais qu'il sache faire la part des choses. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont sacrées et dont on ne peut se départir sans autre forme de procès. Tout ce que l'aîné que je suis pour lui, je peux le lui dire. Voilà. Au-delà du cas Laurent Gbagbo, Blé Goudé, c'est tout le FPI qui est aujourd'hui déchiré. Le FPI. Oui, le FPI est déchiré parce qu'on a le FPI dirigé par Afin Descent, on a le MGC avec Mme Simone et Yves Gbagbo, on a le COGEP de Charles Blé Goudé, on a le PPACI de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir ce parti déchiré, déchiqueté? Non, je pense que vous faites des erreurs de calcul. Vous faites des erreurs de calcul. Pourquoi vous pensez que les gens sont déchirés? Non. À un moment du combat. Non. Ça dit, il faut savoir raison de garder, apprécier les choses à leur juste valeur. C'est tellement J'estime que, non, j'arrive. J'estime que, à un moment donné du combat, il y a certains qui ont décidé de se prendre en charge. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non. Afin Guessan a décidé de prendre le FPI. Gbagbo a décidé de lui laisser le FPI pour créer sa propre structure, le PPACI. C'est pas ce qu'il a fait. Sans palabre. Maman Simone est partie avec elle a créé le MGC. C'était tout à fait normal. C'est une leader politique, Maman Simone. Charles a décidé de créer le COGEP. C'est tout à fait normal. En France, aux États-Unis, tu vas trouver pareil. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'était un des classiques du Parti Socialiste. Il a créé aujourd'hui LFI, qui est sur la rente politique en France. Est-ce que on est venu pour dire non, le Parti Socialiste est divisé? Non, parce qu'à un certain moment, il y a des personnes qui sont dans un courant politique qui décident de créer leur pour pouvoir eux aussi donner de la voix. Et c'est toute cette diversité-là qui donne la force à ce courant de gauche, ok, qui est composé du PPACI, du FPI, du MCC. Et la preuve en est que tu as vu que aujourd'hui, quand on parle de l'opposition qui est en train de se retrouver, c'est toutes ces composantes-là. C'est tant mieux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, il y a aussi une rupture qui fait jaser, qui fait débat. C'est la rupture entre Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a été pour vous comme une mère. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de voir
que les deux se sont séparés. C'est quoi votre regard sur ce divorce de Laurent Gbagbo avec Simone? Mon père biologique s'est séparé de ma mère. J'étais leur seul enfant. Ça ne m'a pas empêché d'aimer les deux. Laurent Gbagbo, qui m'a toujours considéré comme son fils, maman Simone aussi pareil. Ils se sont séparés. Moi, l'enfant, je n'ai pas à venir partout pour parler de leur vie privée. Depuis que j'étais en France, tu ne m'as jamais entendu parler de tout ça. Parce que j'arrive. Pour moi, pour moi, c'est une affaire qui regarde maman Simone et le président Laurent Gbagbo. Et je pense que jamais un des deux n'est venu sur l'antenne de télé pour nous dire exactement pourquoi ils sont séparés. Et ça ne nous regarde pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de les soutenir dans les actions qui sont en train de mener. Moi, aujourd'hui, je suis à fond avec le président Gbagbo, qui est mon mentor, et qui est mon père, qui est un mentor, ok, que j'assume, tu comprends? Mais ça ne m'empêche pas d'avoir, un point de vue ou une approche avec maman Simone. Quand je suis arrivé, je suis allé le voir. Je lui ai dit que la séparation n'est pas mon affaire. Nous, on est à Caen. Quand nos parents sont en truc, nous les enfants, on se met à côté. On n'a même pas un mot à dire. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle maman, Nadi Bama Gbagbo. La femme de mon papa, j'ai le respect pour la femme de mon père. Mon père, c'est un père qui s'est remarié. Je suis en harmonie avec la femme de mon père. Elle a votre maman? Pas un respect. Moi, je la considère comme ma petite maman, oui. Et j'assume ça. Elle est votre petite maman? Oui. Et Simone est votre maman? Maman, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez une préférence entre les deux mamans? Pourquoi tu veux que celle qui est à côté de mon père, là, c'est elle que je vais voir. Ok? C'est avec elle qu'aujourd'hui je parle. J'avoue que je parle pas très souvent avec maman Simone, mais ma personne, c'est la femme de mon père. Vous avez déjà fait votre choix alors? Non, mais les relations que nous avons, moi je l'appelle ma personne. C'est votre préférence, Madame Nadi Bama? Si tu veux. C'est oui. pas si je veux. Non, si tu parles de préférence, non, si tu parles de parce que moi je ne mettrai pas de préférence. Que vous êtes en train de dire à la face du monde que vous avez choisi. Je ne mettrai pas de préférence parce que maman Simone est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que je ne veux pas que ces détails de mots soient sur la place publique, et puis on va dire, ouais, c'est cassé. Non, moi, ça dit, aujourd'hui, si je me lève, je peux aller chez maman Simone. Si je me lève, je peux aller, je vais chez mais je te répète encore que j'ai des relations vraiment peut-être très choses avec Nadi Babo. C'est tout. Ça là, j'ai besoin de parler de préférence, non? Est-ce que la petite maman dont vous parlez, elle a su combler le vide qu'a laissé le départ de la maman Simone? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. Vous avez dit ici que vous êtes un homme franc, un homme qui parle franchement. Je suis franc avec toi en te disant que c'est des questions impolies. Mais là, vous masquez un peu vos je dis c'est des questions impolies. Un enfant, vos réponses. Quand tu me prends si je dis Babo est un père, que je respecte sa vie privée, tu me demandes moi de devenir sur ton plateau pour venir dire ouais, quand ma soeur est venue combler le vide. Le président Laurent Gbagbo t'as dit qu'il y avait un vide autour de lui quand. Je ne parle pas de Laurent Gbagbo, je parle de vous. J'ai pas compris. Donc, j'ai pas compris ta question alors. Je te demandais, est-ce que le président Laurent Gbagbo t'a dit qu'il y avait un vide autour de lui je parle pas quand de Laurent il a divorcé? Je ne parle pas de Laurent Gbagbo. Mais c'est quelle question que tu m'as posée? Ma question oui. est la suivante. Oui. Est-ce que la petite maman dont vous parlez a su combler le vide autour de vous que le départ de la maman Simone a entraîné? Le vide autour de nous. C'est ça ta question? Oui. Mais qui t'a dit qu'il y avait un vide autour de nous quand le président Laurent Gbagbo a divorcé? Moi, j'étais en exil. Il y avait un vide autour de moi. Moi, j'étais en exil en France. Il y avait quel vide?
Puisque ça faisait combien d'années que je n'avais pas accès à Maman Simone qui était en prison. Et donc, 2 fois quand elle est sortie, je l'ai eu au Ghana. Quand je l'ai appelé, non, il y avait quel vide pour que tu fasses ce raccourci là. Alors, on va parler on va avoir votre regard sur l'élection présidentielle en octobre 2025 pour terminer. Alors, ni Laurent Gbagbo, ni Blé Goudé, ni Guillaume Soro, ni même Tidjane Thiam ne sont actuellement inscrits sur la liste électorale. Comment vous voyez l'élection présidentielle d'octobre 2025? Je pense que les Ivoiriens, dans leur ensemble, tout ce que nous voyons et ce que nous entendons, sont fatigués. Qu'à tout moment qu'on arrive à des élections présidentielles, même les députations et municipales, il y a toujours mort d'homme. Il y a toujours des blessés, il y a toujours les Ivoiriens sont fatigués de cette situation. Et on entend des partis pour. Il faut que le pouvoir en place, la CEI et tous les partis politiques, chacun puisse mettre bas la terre et que c'est ce dialogue national qui est demandé, je crois, par l'opposition, que ce dialogue-là soit accepté et que tout le monde s'asseye pour discuter et trouver des solutions adéquates. Surtout à cette CEI qui, pour moi, ne joue pas le rôle qui lui est dévolu et dont toute l'opposition est unanime que les choses ne vont pas et personne n'écoute personne. J'estime qu'il est temps. Parce que je répète encore, les Ivoiriens sont fatigués. Ils ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu les années passées. Et ça, c'est un cri de cœur que tu me donnes de lancer. Pour que tout le monde revienne sur terre. Le parti au pouvoir revienne sur terre parce que c'est eux qui ont les manœuvres du pouvoir. Pour faire asseoir tout le monde. Et repenser cette CEI. Repenser pour qu'il y ait des élections inclusives. Je répète, des élections inclusives qui permettront de mettre tout le monde sous le même pied d'égalité et que après les élections, les Ivoiriens choisissent librement celui qu'ils pensent être leur président et que le vaincu puisse appeler, comme ça s'est fait il n'y a même pas longtemps au Ghana, le vainqueur pour le féliciter et accepter de travailler avec lui. Notre pays sortira grandi, si jamais les choses se passent comme ça. Le Ghana aujourd'hui est un exemple. Donc moi, je ne peux que lancer ce cri de... Parce que nous, les artistes, on ne peut faire que ça. Demander qu'il y ait la paix. Or, ce que nous sommes en train de voir, messieurs, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez des élections en Côte d'Ivoire où on a exclu tous les leaders de l'opposition? Et puis on dit on veut aller à des élections calmes. Mais c'est hors d'entendement. Alors, pour vous, il n'y aura pas élection sans la participation de personnalités. Non. Je n'entrerai pas dans ces trucs-là. Moi, ce que je dis, moi, je pose des questions précises. Je répète encore que pour moi, cette situation-là n'est pas bonne. Donc, il faut que, pendant qu'il a encore temps, nous qui avons de la voix, à qui vous donnez le micro, parce que ce que je suis en train de dire là, c'est des millions d'Ivoiriens qui, par ma voix, sont en train de parler. Il faut que le gouvernement appelle toute l'opposition et s'asseye autour d'une table et qu'on puisse remettre les choses en ordre pour qu'on aille à des élections apaisées, pour qu'on aille à des élections inclusives qui permettront, des élections qui vont se passer dans la paix et que le vainqueur soit appelé par le vaincu devant toute la Côte d'Ivoire et que les choses se passent bien. Est-ce que Laurent Gbagbo étant pour l'instant inéligible, est-ce que le PPAC ne devrait pas envisager sérieusement un plan B pour la présidentielle de 2025? Monsieur, si toute l'opposition est en train de contester la liste électorale,
si toute l'opposition est en train de contester l'indépendance même de cette structure, la CEI, si toute l'opposition réunie sont en train de dire que les dés sont pipés, fait plan B, fait plan C, fait plan D, fait E, fait plan F, ils disent que cette liste électorale, elle n'est pas fiable. Il faut la réviser. Il faut l'attendre. Il faut qu'on s'asseye pour faire des audits. Mais pourquoi on ne veut pas écouter ce que les gens disent de précis pour améliorer les choses? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pour ça que je dis, avec tous ces pléiades de problèmes posés, pourquoi on ne peut pas venir s'asseoir ensemble, opposition, pouvoir, pour trouver des solutions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas tomber encore dans ce qui est arrivé dans le passé. C'est ça mon cri de cœur, frère. C'est tout. Il y a aussi le nom d'Awa Domelo qui revient de plus en plus dans les discussions. Ancien DG du Bénet, technocrate reconnu, plus jeune, avec un profil à juger crédible. Ne pourrait-il pas incarner le plan B, selon vous? Est-ce que c'est pas un bon cheval pour le PPAC? Monsieur. Oui, Serge. Je viens de vous dire que j'ai entendu un jour monsieur Awa Domelo nous dire, parce que le même Awa Domelo là, c'était sorti pour dire que c'était lui le plan B. Il est venu vous dire que lui n'est pas plan B. Que lui, il est baboulourant. Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Donc si vous avez entendu ça, ne venez pas encore sur la table pour dire ouais, il faut un plan B. Vous savez, moi je me suis battu contre l'injustice. Quand il y a une injustice, on se bat pour régler cette injustice-là que de sauter cette injustice-là. C'est le b.a.-ba de la vie. Quand il y a une injustice faite à quelqu'un, on cherche à réparer cette injustice-là que d'accepter cette injustice-là. En ce moment-là, on est soumis. Or, nous sommes des insoumis. Merci. Mais la présidentielle approche, nous sommes à seulement 3 mois. Monsieur, faut pas penser même s'il reste 2 mois, même s'il reste une semaine, Damana Diapikas, même s'il reste une semaine, oui, oui, c'est pas grave, même s'il reste une semaine. Je me rappelle que quand la rébellion a éclaté, il y avait des élections qui étaient prévues en 2005, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle a eu lieu? Non. Ça veut dire que il n'y aura pas élection pour des cas, non, j'arrive. Pour des cas exceptionnels quant à la situation, on peut, pour le moment, si nous sommes à 3 mois des élections, ça veut dire qu'on peut encore sauver la situation. Est-ce que vous êtes favorable? Au nom de l'avenir de ce pays. On peut encore sauver la situation, on peut encore s'asseoir pour parler. Oufoué, qui a été l'un des premiers présidents de ce pays, nous a appris ça. La paix, ce n'est pas un vain mot. Elle n'a pas de prix, c'est un comportement. Il est important que chacun des acteurs de ce pays, politique de ce pays, en particulier le pouvoir, parce que tous ceux qui ont le lever du pouvoir ont la solution dans la main pour essayer d'appeler tout le monde pour qu'on puisse voir comment sortir de cette situation. Parce que cette même situation nous a amené à des problèmes en 2010. Vous souhaitez un report de la présidentielle? Je ne m'immisce pas dans les affaires, c'est les politiques. Vous savez, les décisions politiques sont possibles. Ce n'est pas à moi qui n'est pas politique de venir le dire. Moi, en tant qu'artiste et en tant que ce que je vois, ce que je suis en train de devenir, bien le peuple que j'écoute, je ne fais que donner mon point de vue pour qu'on puisse sauver la situation, parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'est plongé dans cette situation. La pire, c'est celle qu'on a dépassée en 2011. Et pour éviter ça, on peut reporter l'élection. Mais si on dit reporter, c'est pas moi qui vais demander de reporter. J'ai dit, il y a les 3 mois là, on peut sauver la situation. On peut ne pas reporter. On peut ne pas reporter les élections. Il suffit que le gouvernement se mette en phase avec l'opposition pour organiser des élections crédibles, inclusives. Et puis, on a sauvé la situation, c'est tout. Et en face, le pouvoir soupçonne Laurent Gbagbo, son parti et ses partisans de préparer un boycott
de la présidentielle en 2025? Bon, le gouvernement a certainement ses raisons. Mais ce que je veux dire, moi, Serge... Est-ce que c'est vrai, non? Non, je ne... Avec les problèmes, c'est-à-dire que nous sommes des observateurs. Hein. Quand les deux parties posent les problèmes, l'intellectuel que je suis, l'artiste que je suis, l'intellectuel que je suis, je trouve les revendications de l'opposition raisonnables. Quand on dit d'auditer, parce que quand on va à un concours, on prend soin de mettre les règles en place. Et puis quand le match, quand bien un match ou bien un truc, les règles sont en place. Mais quand on dit les règles, il y a une règle qui est défaillante. Nous soupçonnons sur la fiche électorale 6 millions de personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Mais pour mettre tout le monde d'accord, on dit bon, auditons. On audite et puis on voit s'ils ont menti. Voilà, vous avez se donner ça, mais vous avez menti. Pour monter la bonne foi de ceux qui sont là. De la CEI et autres. La CEI estime quand même que le temps est court. La CEI n'est pas dit que le temps est court parce que à partir du moment où on doute de cette CEI, parce que le temps est court pour les fichiers, pour le recensement général, pour le recensement de 2025. Le temps est court pour les audits. Le temps est court. Mais finalement, tout ce qui est mis en place est contesté par toute l'opposition. Je ne dis même pas toute l'opposition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le chef d'État et le gouvernement doivent pouvoir dire tout le monde n'est pas d'accord si les faits là. On s'assoit et puis on voit ces faits là. Voilà. Ces faits là, voilà, ces faits là, voilà. Et puis tout le monde soit d'accord avec ça. Et puis le pays a pesé. Franchement, c'est de ça que je te parle. Voilà. Quand Tidjane Thiam dit que d'après un sondage, il est plus populaire que Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous ressentez? Vous voulez que ça me dise quoi? Rien du tout. Ça me dit rien du tout que Tidjane Thiam dit qu'il est plus populaire, c'est quand il y a des élections que le peuple choisit qui est populaire et qui n'est pas populaire. C'est pour ça qu'on dit il faut régler les règles du jeu là. Il faut que ça soit en ordre pour que tout le monde parte sur le même point de départ. Mais il y a un point de départ et puis il y a un candidat qui est devant. Il y a un problème. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Alors, dernière question pour terminer. Nombreux sont ceux qui attendent une adresse du président Alassane Ouattara au sujet de sa candidature. Que pensez-vous d'une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara? Je pense que le président Ouattara lui-même, dans son 3e mandat, avait donné les raisons pour lesquelles il était obligé, parce qu'il était prêt à partir. Il a même dit qu'il partait, il était prêt à partir, il avait même annoncé qu'il y a un cas de force majeure qui s'est posé à lui, qui lui a permis de transgresser la Constitution et de faire ce mandat-là. Je pense qu'il avait été même corroboré. Transgressé la Constitution? La Constitution de notre pays dit que tu fais 2 mandats, on n'a pas dit que tu fais 3 mandats ou 4 mandats. Ok? Les articles sont là pour le dire. Et même ceux qui l'ont conçu sont venus à la télévision nous dire que le président ne peut le faire. Et le président les a suivis en disant qu'il ne se présentait pas. Donc vous serez prêt à l'empêcher d'être candidat cette année? Pourquoi j'ai le pouvoir d'empêcher le président de la République de faire un 4e mandat, Monsei Kassi? Vous m'avez posé une question. Je vous donne ma position par rapport à ce que j'ai compris et vu. Vous m'avez dit, est-ce que... Et puis je lui ai dit non, que pour moi, il avait donné des raisons. OK? Et ces raisons-là ont créé encore des problèmes dans le pays quand il s'est présenté. OK? Maintenant que le mandat est fini, pour moi, il ne peut plus faire un 4e mandat. Et je pense que s'il a pris le temps aussi de dire, c'est parce que tous ces militants sont en train de le demander de faire un 4e mandat. Je pense que il a même été sage de prendre du recul pour voir que est-ce que la Constitution le lui permet ou pas. Bon, c'est lui maintenant qui verra, mais pour nous, la Constitution ne lui permet pas de le faire. Bon, maintenant, s'il veut le faire,
Et s'il le fait? S'il le fait, s'il le fait, est-ce que vous allez descendre dans la rue? Parce que je suis une fois descendu dans la rue pour manifester parce que quelqu'un s'est présenté un quatrième mandat. Non, j'estime que le quatrième mandat, il ne devait pas le faire. Maintenant, l'histoire retiendra. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Serge Kassi. On va s'arrêter là. Merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV.